Eh bien, je voudrais dire oui, Oui, bien sûr. vous restez optimiste. C'est ce que nous souhaitons. C'est incroyablement décevant, en effet, qu'il n'y ait pas de communiqué, parce que là, c'est l'Europe dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on va discuter une première réunion, peut-être une deuxième, peut-être une troisième, essayer de se mettre d'accord, et que nous restons dans les mots, alors que nous avons vraiment besoin de passer à l'action. Enfin, aujourd'hui, nous avons ce qu'on nous a dit à Munich, en tout cas les Américains, c'est que nous sommes dans l'heure Trump. Ils ont dit Trump's time, c'est-à-dire que L'ère Trump. ça va vite. Mm. Oui, c'est l'ère, mais c'est aussi le tempo. Et le tempo, c'est tous les jours je signe et tous les jours je change la vie des gens et le cours de l'histoire. Et donc là, je ne pense pas que nous ayons le temps de faire ce que nous faisons très bien en Europe, c'est-à-dire de discuter pendant très longtemps. Deuxième chose, je vois dans cette réunion un point positif qui est la présence de l'Italie. Parce que nous savons qu'au niveau européen, il y a des amis de la Russie, notamment la Hongrie, et que sur l'Italie, on pouvait peut-être avoir quelques questionnements sur le plan politique. Donc si l'Italie est présente, je trouve que c'est quelque chose de très positif, parce que là, nous avons besoin de cette unité. Moi, je pense qu'il n'y a que ensemble que nous pouvons peser. Nous sommes dans le rapport de force continuel avec un président et toute son administration et tous ceux qu'il représente aujourd'hui à l'étranger, qui sont dans une certaine logique de transaction. Voilà, on transaction sur Gaza, on tourne le bout de territoire en une station balnéaire, on va au Groenland parce qu'on va forer. L'Ukraine, on peut vous défendre, mais on va vous prendre quelques ressources de terres rares dont nous avons besoin. Vous voyez, on se retrouve donc il va falloir que nous nous mettions dans cette logique transactionnelle, dure, Oui. et d'avoir des choses en effet à proposer. Et ce n'est pas simplement en parlant que nous allons. Concret, alors, il faut bien sûr que nous nous mettions d'accord, c'est très important, et que les chefs d'État se rencontrent au plus haut niveau, c'est absolument essentiel, mais que très vite, nous sortions une liste de propositions solides qui font que l'Europe prouvera qu'elle mérite cette place, alors que... Parce qu'elle a des atouts et elle peut avoir des arguments qui font... Et simplement pour finir, à Munich, j'ai participé à une table ronde où l'envoyé spécial du président Trump a dit très clairement, avec une très grande brutalité, à une question qui lui était posée sur est-ce que l'Europe participera aux négociations, il a dit non, vous n'y avez pas votre place. Ça a été la réponse, ça a été dit comme ça. Donc, et là vous réagissez comment ? Il y a eu un grand silence, où tout le monde... Bon, on s'était déjà pris quand même des claques les unes après les autres avec les discours officiels. Mais là, dans ce genre si vous voulez, de réunion fermée, vous avez le représentant du président, donc sa parole doit être entendue. Et je me suis dit, bon, quelque part, c'est bien, parce que quelqu'un dans la foulée a dit, on a besoin d'un wake-up call, vous savez, on a besoin de se réveiller, l'Europe a besoin de se réveiller. Mais enfin, combien de fois est-ce qu'il va falloir nous taper sur la tête pour qu'on se réveille ? On a eu quand même un mandat du président Trump, une première fois qui n'était pas aussi brutal que celui-ci. Celui-ci démarre très fort, et on en a pour 4 ans, ou peut-être plus. Donc, alors, nous souhaitons bien sûr que nous le serons, mais enfin, nous avons un continent avec 450 millions de citoyens, d'habitants. Nous sommes la seule entité solvable financièrement dans le monde. Les États-Unis, la dette américaine est possédée aujourd'hui par les Chinois. Donc, c'est quand même assez remarquable que les Américains produisent, grâce aux prêts qu'ils ont fait auprès de la Chine, pour que les Européens achètent. Enfin, si vous regardez la façon dont ça fonctionne, donc nous avons une arme financière extraordinaire, où si demain nous souhaitons en effet arriver, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, oui, peut-être que sur le plan politique, il faut une force qui tire tous les autres. Mais enfin, c'est un bloc, c'est un continent, et 27 pays Justement, comptent. ce n'est pas un bloc. Il faut le concevoir comme cela. Ça a été conçu comme cela au départ. Ce bloc qui reste en paix, justement, parce qu'il a des intérêts communs économiques qui font que... Et que, en effet, nous ne sommes jamais allés jusqu'au bout d'avoir une entité politique. C'est vrai qu'on n'a toujours pas de représentants et ainsi de suite. Mais enfin, nous avons quand même des chefs d'État qui comptent, dont la parole est puissante. Nous avons des sièges au Conseil de sécurité. Enfin, tout cela compte. Alors, c'est vrai que... Je pense que si nous sommes en capacité aujourd'hui de réaliser la force que nous avons
et de faire les investissements nécessaires. Et là, je remets ma casquette de rapporteur pour le budget de l'équipement des forces armées françaises au Sénat, et de dire que si, en effet, nous nous donnons les moyens, parce que c'est ce qui a pêché pendant 20 ans, c'est ce qui a pêché pendant 20 ans, on n'a pas mis l'argent parce qu'on développait nos systèmes sociaux, et c'était très bien pour renforcer nos pays. Nous étions en paix, et les opinions publiques n'auraient pas compris pourquoi il faudrait mettre de l'argent dans la défense, quand par ailleurs nous avions besoin d'écoles, d'hôpitaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons une fenêtre là qui s'ouvre pour en effet arriver à la fois à ce basculement, cette avancée politique dont vous parlez et que je partage, et des investissements suffisants pour nous défendre. Et là, on nous prendra au sérieux. J'ai été choquée sur le plan politique, bouleversée sur le plan personnel, je peux le dire, et je crois que c'était partagé par tous ceux qui étaient là. Parce que c'est vrai que au sommet de Munich, c'est chaque année la diplomatie qui est à l'œuvre. Là, il y a en effet, bien évidemment, des militaires en grand nombre, des chefs d'État, des industriels, et c'est vraiment le rassemblement du monde entier pour trouver des solutions, pour se comprendre, pour échanger et faire en sorte que, quand il y a des malentendus, finalement, en bilatéral et ainsi de suite, tout ça soit apaisé. Donc c'est vraiment un moment diplomatique. Et là, on n'était pas dans la diplomatie, on était dans la brutalité, et donc dans un changement total d'un basculement, avec quand même un vice-président américain qui est venu nous donner une leçon de démocratie, soi-disant, en nous disant que nous ne respections pas la liberté de parole et que nous ne la donnions pas certainement ou suffisamment à ses amis d'extrême droite. C'était humiliant. Je crois que c'est le discours qui a le plus frappé, parce qu'on n'était plus dans la diplomatie, on n'était plus du tout loin d'ailleurs de toutes les questions de sécurité qui doivent nous intéresser à Munich. Parce que l'Ukraine a été balayée, Gaza, on n'en a pas parlé. On a eu une leçon de politique interne, à savoir pourquoi l'AfD devait gagner les élections en Allemagne. Enfin, ça ne pouvait pas être plus étonnant et plus bouleversant, si vous voulez, sur le fond comme sur la forme. Donc, voilà. Donc, et là, on voit en effet un modèle de discussion qui a complètement changé. Et c'est pour ça qu'il faut que nous nous y habituions rapidement et surtout que nous réagissions. Donc moi, je pense que c'est bien que le président Macron a fait cela. Et c'est bien qu'il ait appelé aussi à Paris, parce que quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait des chefs d'État qui comptent et qu'il y ait une voix qui porte, eh bien c'est une façon de le prouver. On n'a pas en effet de ministre des Affaires étrangères européen en tant que tel, mais on a des chefs d'État qui sont en capacité de prendre leur téléphone et un Donald Trump qui va répondre. C'est ça l'image qui est envoyée aussi par le président de la République. Je ne pense pas que tout ça soit résolu cet après-midi, parce que c'est un programme un peu trop lourd, mais ça ne peut pas être un sommet parce que nous sommes 27 et que là tout le monde n'est pas invité, donc c'est normal. Je pense qu'il est très 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 important d'utiliser le vocabulaire approprié. Donc, en effet, c'est une première réunion où je pense qu'une feuille de route va être définie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des actions concrètes et surtout dans un calendrier très restreint qui puissent se discuter au niveau européen. Et c'est pour ça que la présidente de la Commission étant présente, je pense que c'est important, parce que le nerf de la guerre, ce sera quand même le financement de tout cela. Parce qu'en effet, on peut envoyer 200 000 soldats, peut-être. Mais enfin, tout cela demande des investissements. Enfin, il y a une mobilité au niveau européen qui est important aussi, peut-être à accélérer aussi dans ce que nous avons déjà mis en place. Et donc, je pense que, en effet, il va falloir envoyer des signaux très très forts aux Américains en disant oui, nous allons faire des propositions concrètes qui seront viables, parce qu'elles seront financées et que ça ne va pas se faire au niveau national, mais au niveau européen pour un financement qui sera absolument colossal. Là, nous avons déjà commencé à discuter, je pense, entre Européens, justement sur une dette commune, il y a plein de façons aussi de trouver les financements dont nous avons besoin. Donc oui, et peut-être heureusement pour nous, parce que la qualité des responsables russes m'inquiète énormément. Sergueï Lavrov. Absolument. Et le conseiller aux affaires étrangères de Vladimir Poutine. Donc le fait qu'il envoie ces deux émissaires-là prouve que normalement c'est du sérieux. C'est du très sérieux, et ce sont des gens qui sont incroyablement compétents. Pour les avoir rencontrés et entendus aussi directement,
Je crois que nous avons quelques inquiétudes à avoir. Je ne sais pas quelles sont les qualités des émissaires américains qui sont tout nouveaux, finalement, en phase 2. Mais là, je crois que l'équilibre, en tout cas en matière de compétences, on va tester tout de suite les Américains s'ils sont capables de résister aux Russes. Je vais simplement le poser comme cela. Ça, c'est intéressant. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt est que la Chine voit que les États-Unis se retirent, d'ailleurs comme pendant le premier mandat de Donald Trump, des instances internationales où ils sont rentrés très tranquillement pour prendre la présidence d'un certain nombre de comités, voilà. Et ils se rendent compte que finalement, vous savez, aujourd'hui on parle du Sud global, qui est en fait tout le monde à l'exception de l'Occident. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Et donc la Chine se dit qu'ils peuvent en effet avoir aujourd'hui un rôle de plus en plus important, puisque vous avez vu aussi que Donald Trump a supprimé l'aide publique au développement américaine à l'ensemble du monde, et les Chinois immédiatement ont déclaré que eux, remplaceraient les États-Unis partout. Donc là, nous avons un exercice de diplomatie auquel les Chinois qui participent chaque année à Munich depuis très longtemps sont bien rodés, et de rentrer et de prendre la place des États-Unis. Vous les avez vus, les Chinois à Munich, alors ? Ah oui, oui. Ils étaient Il y a actifs. une forte délégation, oui, absolument. Je crois que c'était le Premier ministre chinois qui s'est exprimé. En tout cas, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, puisqu'on l'a croisé, qui était là. Et donc, voilà, ils rentrent dans le soft power. Tout à l'heure, en effet, ça a été très bien dit, le hard power à l'américaine de Trump, à l'américaine, un peu plus qui actif. a été dit aussi explicitement à Munich que ça devait remplacer le soft power, que les Américains n'avaient plus à investir dans le soft power, ça coûtait trop cher. Et que finalement, il n'y avait pas de retour sur investissement visible. Alors c'est vrai que quand on investit dans l'aide publique au développement, mais la Chine c'est pas immédiat, sauf que si vous développez un pays, forcément, voilà.